Benoît Biteau, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député européen des Verts Alliance Libre Europe et vous êtes spécialiste, entre autres, des questions agricoles. Alors, l'usage des pesticides en France a augmenté de 24% en un an. 24% en un an, c'est le ministère de l'Agriculture qui nous l'a appris là, il y a quelques jours. Une augmentation donc spectaculaire. On n'en avait jamais eu d'aussi forte, je crois, depuis que le système de mesure de l'emploi des pesticides est en place. Un quart donc de pesticides en plus répandus dans les campagnes françaises, si on comprend bien, entre 2017 et 2018. C'est très court. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une augmentation pareille, aussi énorme ? C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on continue de s'acharner sur ce modèle agricole-là, on fait reculer les solutions basées sur la nature. Et donc, comme on a de moins en moins de solutions basées sur la nature, on a de plus en plus besoin de pesticides. Et finalement, la donnée, elle est plus inquiétante que celle que vous donnez, parce que là, vous donnez juste le chiffre d'évolution. On en reste là, on va élargir après, voilà, dans le sens que vous dites. Mais là, c'est simplement, on est face à un indicateur. Oui, qui est extrêmement alarmant et qui montre à la fois la dépendance de l'agriculture à ces molécules de synthèse, mais qui montre aussi le fait que les solutions basées sur la nature sont de plus en plus en difficulté pour trouver des réponses et donc amplifient la dépendance aux pesticides. Alors j'allais dire, pourtant en 2008, après le Grenelle de l'environnement, la France avait mis en place un plan qu'on appelait Ecofito, je crois, qui avait pour objectif de réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans. C'est ça. Au cours des 10 dernières années, là si on reprend le chiffre des 10 dernières années, l'usage des pesticides a augmenté en fait de 25%. Le plan est un échec. J'allais dire, pourquoi on n'arrive pas tout de même à tenir un plan que tout le monde, enfin que l'État semble vouloir mettre en place à un moment donné. C'est un plan, c'est d'autant plus regrettable que c'est un plan qui a été négocié avec la profession agricole et que en 2008, sur fond de Grenelle de l'environnement, quand on lance ce dispositif Ecofito, la profession agricole et les syndicats majoritaires surtout signent en bas de la feuille, mais les autres syndicats étaient aussi impliqués et favorables à cette réduction des pesticides de 50% en 10 ans. Et on voit bien que la dynamique qui a été conduite sur ces 10 années n'a pas du tout amorcé une réduction des pesticides et a au contraire montré à quel point l'agriculture était dépendante. Et c'est d'autant plus dramatique, j'ai envie de dire, que on a engagé des moyens publics supplémentaires à la PAC, parce qu'on a des politiques publiques qui existent. L'Europe injecte chaque année sur l'agriculture française 9 milliards d'euros. Les régions, l'État en rajoute avec à peu près 5 milliards d'euros. Donc on est à 14 milliards d'euros par an pour accompagner l'agriculture. Et alors qu'on a des attentes sociétales très claires, et on le voit avec les arrêtés municipaux des maires des communes, on a des attentes sociétales très claires pour que cette agriculture, lourdement soutenue par l'argent public, s'engage dans des pratiques agricoles plus respectueuses des équilibres territoriaux, plus respectueuses des ressources, et je parle souvent de l'eau, plus respectueuses des biodiversités sauvages et domestiques. On a fait quand même disparaître 90% de la biodiversité domestique en 50 ans. Plus respectueuse du climat, parce qu'il y a un enjeu climatique autour de l'agriculture, et plus respectueuse de la santé. Et bien malgré ces enveloppes publiques colossales engagées sur ces logiques-là, sur l'agriculture en particulier, eh bien on voit bien que l'agriculture n'arrive pas à avancer. Le plan Ecofito, sur les 10 ans, c'est une moyenne de 70 millions d'euros par an. C'est 7 milliards d'euros sur 10 ans. Et alors, les chiffres qu'on a là, je reste pour l'instant sur cette question des pesticides, mais on va élargir bien entendu. Comme vous le disiez il y a quelques instants, ça bloque forcément, ça va faire échouer ce qui était prévu au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà, on devait diminuer, sur 2025, on devait diminuer de 50% l'emploi des pesticides. Enfin, ça avait été amélioré comme ça. Enfin, ça avait il y a été eu revu une deuxième génération d'Ecofito. Voilà. Et comme il y avait on espère qu'on va bien se faire comprendre, comme il y avait un objectif intermédiaire en 2020, il est clair qu'on ne va pas l'atteindre là. Non seulement ça ne marche pas pour les années qui précèdent, mais ça ne va pas marcher pour les années qui suivent. Oui, et là, effectivement, il y a une part de responsabilité de l'agriculture, de tout ce qui gravite autour de l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui en amont de l'agriculture vendent des pesticides, des semences, des engrais de synthèse, ceux qui en aval continuent d'accepter que des produits dédiés à la consommation humaine puissent contenir des pesticides, des engrais de synthèse et des matières polluantes, et les agriculteurs eux-mêmes qui utilisent ces substances-là, alors que quand on fait un peu d'agronomie, et c'est l'expérience que moi j'ai réussi à conduire sur ma ferme, on voit bien que les solutions basées sur la nature sont particulièrement efficaces. Mais ça convoque, et là je reprends ma casquette d'élu, ça convoque aussi
la responsabilité des politiques publiques. Je le disais tout à l'heure, avec 14 milliards d'euros mis sur la table pour accompagner l'agriculture, et là je ne parle même pas des enveloppes publiques nécessaires pour la réparation des dégâts liés à l'usage des pesticides et des engrais de synthèse sur l'eau, la biodiversité, le climat, qui sont des enveloppes colossales. La responsabilité des décideurs publics est de remobiliser ces enveloppes publiques qui aujourd'hui sont utilisées dans des logiques curatives, marche pas, oui. et de les attraper pour accompagner les agriculteurs et les rémunérer pour sortir des pesticides définitivement, parce que la bonne trajectoire pour les pesticides, c'est pas la réduction de 20, 30, 40, 50%. La bonne trajectoire pour les pesticides, c'est de les supprimer. Et donc il faut qu'on mobilise ces enveloppes publiques aujourd'hui, mobilisés sur des logiques curatives, sur des logiques préventives et d'accompagnement de la transition agricole. On va en reparler un peu plus en détail quand on va parler de la PAC. Mais commençons par la première question. Que fait l'Union européenne dans cette histoire? L'Union européenne qui se targue régulièrement d'être la seule institution mondiale à imposer des normes sanitaires dans l'agriculture, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quand même un peu plus compliqué que cela quand on voit les résultats que ça donne? C'est plus compliqué, effectivement, parce que, alors ça commence par les travaux de la commission agricole, où on a une commission agricole qui est composée de spécialistes de l'agriculture, et donc les débats en commission agricole sont plutôt des débats corporatistes de spécialistes de l'agriculture, et qui sont surtout des conservateurs du modèle agricole existant. Et donc, on voit bien toute la difficulté qu'on a à faire bouger cette politique agricole commune pour qu'elle sorte de cet accompagnement du modèle agricole qui est aux antipodes des attentes sociétales. Et l'incohérence est d'autant plus grande, si j'ai envie de dire, quand, dans cette nouvelle mandature qui vient de s'ouvrir, on vote l'état d'urgence climatique au Parlement européen, on vote ce matin même une feuille de route pour un Green Deal européen et qui nécessite à minima que les politiques publiques européennes soient engagées dans le sens de ce Green Deal. Et la plus importante politique européenne, celle qui capte 40% du budget total de l'Union européenne, qui est la PAC, n'est pas du tout orientée dans les ambitions, les objectifs à atteindre, à la fois de ceux qu'on a votés dans l'état d'urgence climatique et de ceux qu'on a votés ce matin avec la feuille de route du Green Deal européen. Donc on voit bien que là, on a un problème de cohérence des politiques publiques et que la PAC en est une parfaite illustration. Alors ce que vous dites là, ça veut dire que ça va continuer. En tous les cas, que rien ne va être fait de très lisible, de très visible, de très important au niveau de l'Union européenne pour qu'on réussisse à inverser la tendance, j'allais dire tout simplement. Moi, je fais partie des élus et j'ai réussi d'abord à convaincre mon groupe, puisque mon groupe était sur cette ligne-là. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voté pour la présidence d'Ursula von der Leyen, parce que une des lignes rouges de notre position, nous, chez les Verts, c'était de refondre en profondeur la PAC pour justement que la PAC soit en cohérence avec ce qui s'est passé à la dernière élection européenne, où on a eu une poussée de l'écologie à l'échelon européen, on peut le dire, et où la PAC peut être un outil fort des politiques publiques européennes pour avancer vers cette attente écologique de la société. Et donc, dans la feuille de route de la présidente de la Commission, on espérait, dans la mesure où la PAC n'avait pas été votée par la précédente mandature et qu'on avait la possibilité de repartir d'une copie blanche et de revisiter en profondeur la PAC, nous, on était sur cette ligne-là. Malheureusement, la présidente de la Commission n'a pas voulu reprendre une réécriture en profondeur de la PAC, et donc on va être sur des améliorations à la marge d'une très mauvaise copie, il faut se dire les choses, d'une très mauvaise copie de la PAC qui utilise les mêmes outils et qui va donc obtenir à peu près les mêmes effets. On a fait disparaître 50% des agriculteurs ces 20 dernières années, en raison d'un mécanisme qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on donne des aides publiques par unité de surface, c'est-à-dire que derrière chaque hectare, il y a des aides publiques. En argent. Donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides publiques, plus on a d'aides publiques, plus on achète d'hectares, et on voit bien comment on fait grossir des grosses structures d'exploitation agricole, et comment on explique la disparition de ces 50% d'agriculteurs. C'est le foncier qui décide de la politique et le jour où on enlève cette rente d'argent public derrière chaque hectare,
Bien sûr qu'il n'y a plus de raison qu'il y ait de la rétention de foncier par ceux qui le possèdent aujourd'hui, et on ouvre les vannes en grand de l'installation en agriculture au moment où une certaine partie de la population aspire à ce retour à la terre. On ouvre les vannes de l'emploi, parce que si demain on distribue les aides publiques de la PAC, non plus par unité de surface, mais demain par unité de main-d'œuvre, les agriculteurs qui embauchent, qui s'appuient sur de la main-d'œuvre, vont bénéficier de soutiens supplémentaires pour créer de l'emploi et donc faire de l'agriculture un vrai secteur de création de l'emploi. Donc on allume véritablement un cercle vertueux. Et pourtant, avec des explications aussi simples que ça, aussi évidentes que ça, on continue, parce qu'il y a ce corporatisme agricole derrière, à continuer avec les mauvaises solutions via la PAC. Alors, j'allais dire la faute à qui? Alors, la PAC va être rediscutée, vous venez d'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques pays dans l'Union européenne un peu plus vertueux, entre guillemets, qui pourraient porter une autre manière de penser la politique agricole au-delà des règles sur lesquelles elle fonctionne et que vous êtes en train d'expliquer? Il y a déjà des exemples de pays en Europe qui, dans la même Europe, avec la même politique agricole commune, donc avec le même cadre législatif, ont fait le choix, par des choix nationaux, de porter un autre modèle de développement agricole. Ce n'est pas par hasard que l'Autriche, par exemple, est presque à 30% d'agriculture bio sur son territoire. C'est parce que dans cette même PAC, avec le même outil, ils ont su construire des politiques publiques d'accompagnement d'une autre forme d'agriculture. Après, on peut parler de l'Italie, où il y a des choses intéressantes. La Slovénie, oui. Il y a des exemples multiples dont on peut s'inspirer et qui font la démonstration que rien n'est impossible. Mais il faut de la volonté et du courage politique. Et c'est ce qui manque. Ça manque un peu d'audace. Alors, sur quel point exact cette discussion de la PAC, sur quoi vous allez combattre, j'allais dire, et sur quoi vous allez combattre qui puisse être compris par tout le monde? Parce qu'on a bien compris, vous parliez tout à l'heure de l'attente des gens, des besoins, les besoins sociétaux, comme vous dites. Qu'est-ce qui peut être compris largement par la population, dont tout nous montre qu'elle est sensible à ces questions-là, directement sensible à ces questions-là? C'est d'ailleurs là qu'est le fossé, puisque quand, vous le disiez il y a quelques secondes, quand un maire décide de prendre un arrêté pour éloigner l'épandage de pesticides des habitations, etc., on voit que tout le monde en parle, que ça donne lieu à des mobilisations. Qu'il est plutôt soutenu. Qu'il est plutôt soutenu en règle générale. Donc sur quoi vous allez devoir avancer? Est-ce que ça va être un axe de combat et lequel et lesquels pour que tout le monde souscrive un peu à votre démarche? Alors déjà sur la forme, dans la mesure où je vous l'ai dit, dans la commission agricole, dans ce débat d'experts et avec une commission composée surtout de conservateurs, moi j'ai fait le deuil de pouvoir faire avancer la copie de la PAC en commission agricole. Donc sur la forme, on va être obligé de recréer ce débat de société, ce débat citoyen, dans la Grande Assemblée, c'est-à-dire au milieu des 751 députés européens qui représentent la société civile. Et donc, on va être sur la PAC, probablement à l'initiative en tout cas des Verts, c'est sûr, d'une vague d'amendements qui va être conséquente, parce qu'on va avoir besoin de replacer l'agriculture au sein de ce débat de société. Après, pour être très concret sur le fond, les sujets sur lesquels nous, on va être très présents, c'est d'abord le plafonnement des aides, dans la mesure où on n'a pas réussi à transférer le principe d'aide, non plus par unité de surface, mais non plus par unité de surface pour avancer vers de l'unité de main-d'œuvre. Nous, on va travailler maintenant, dans cette configuration-là, sur l'hypothèse d'un plafonnement. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain plafond, on ne peut plus toucher d'aide publique, donc ce qui va libérer des enveloppes conséquentes pour venir en soutien des plus petites structures. Ça va être une mesure phare qu'on va essayer de porter. L'autre mesure phare qu'on va essayer de porter, nous les Verts, et je vais être à la manœuvre, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, la conditionnalité. Aujourd'hui, comment est-ce que la PAC fait de la conditionnalité chez les agriculteurs ? Finalement, quand on y regarde de près, elle en fait très peu. C'est-à-dire que la majorité des aides sont octroyées sans réelle réciprocité ou exigence environnementale, climatique, autour de la biodiversité. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est poser des règles simples de conditionnalité, de manière à ce que, quand on engage 1 euro d'argent public de l'Union européenne, 1 euro d'argent public de l'État ou des régions ou des départements, et bien derrière, il y ait des pratiques agricoles qui répondent aux attentes sociétales sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux de santé. Voilà, c'est ça l'idée. Vous parliez de votre expérience à vous, puisque vous avez fait ce cheminement-là. Expliquez-nous en quelques mots.
Moi, quand j'arrive chez mon père, qui avait, comme tous les agriculteurs de sa génération, adopté les pratiques agricoles qu'on a imaginées après la Seconde Guerre Oui, mondiale, c'est ça. moi j'arrive sur une structure qui est tournée vers un modèle très productiviste, très intensif et très dépendant des pesticides, des engrais de synthèse et de l'irrigation et des semences certifiées. Et donc après, moi, j'arrive donc sur cette ferme à l'âge de 40 ans avec un parcours assez éclectique de scientifique, de fonctionnaire, de scientifique dans la fonction publique aussi, enfin voilà, dans le monde privé aussi, dans la coopération agricole par exemple. Et à la lumière de ces expériences multiples et variées, je fais le pari, en partant de cette structure très intensive, qui est en monoculture de maïs pendant 35 ans, de faire la démonstration qu'en pratiquant une agriculture qui fait référence à l'agroécologie, à l'agronomie, et qui s'appuie sur des solutions basées sur la nature, on peut parfaitement réussir à rester très productif, tout en s'affranchissant des molécules de synthèse et des semences certifiées inscrites au catalogue. Et d'ailleurs, j'ai fait le bilan de mes 10 premières années d'expérience dans un livre qui s'appelle Paysans résistants, et où j'explique comment on peut réussir en partant de là pour arriver sur des solutions qui sont efficaces et qui, si elles étaient développées et soutenues par les politiques publiques et l'argent public, permettraient efficacement de s'affranchir donc des pesticides pour le plus grand nombre. Parce que l'intérêt de ma démarche, c'est qu'elle est reproductible. Parlons aussi d'un autre aspect qui est annexe, mais qui n'est pas tout à fait inintéressant dans le contexte qui existe et qui se présente. C'est aussi les affaires, c'est lié, c'est les affaires de corruption qu'on a connues liées à la PAC. Il y a des pays qui sont sur la sellette à l'heure actuelle, la Hongrie par exemple, et la sphère dirigeante de la Hongrie, pour ne pas citer de nom, c'est aussi lié à ce mode de fonctionnement de la PAC d'en arriver à des situations comme celle-ci, quoi. Bien sûr, le journaliste d'investigation qui a fait ce travail pour le New York Times, merci à eux. Voilà, et particulièrement pertinent parce que effectivement, factuellement, il constate des dérives insupportables du détournement d'argent public, hein, appelons un chat en gros, un chat. des pays reçoivent de l'argent de la PAC voilà. et quelques-uns voilà, se les arrogent pour servir des intérêts privés. C'est ça. Mais au-delà de cette attitude un peu individuelle de quelques-uns, et ils sont quand même trop nombreux à mon goût, quand même. Ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce que ça révèle finalement du fonctionnement de cette PAC. C'est là qu'est intéressant l'investigation du journaliste, c'est qu'il épingle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les mécanismes de la PAC, notamment cette histoire d'aide publique par unité de surface, montre que les grosses surfaces sont les gros bénéficiaires des aides publiques et que ces gens-là qui ont détourné la PAC ont constitué des empires agricoles, et ces empires agricoles sont aussi récipiendaires d'enveloppes publiques colossales parce qu'il y a beaucoup d'hectares derrière. Donc il a clairement identifié l'écueil, le travers que représente cette façon de distribuer la PAC ou les aides de la PAC par unité de surface. Et c'est là où son travail d'investigation est très intéressant. Disons un mot peut-être aussi des accords internationaux, parce qu'on en parle en tant qu'accords internationaux commerciaux, mais on n'en parle pas forcément, enfin on en parle tout de même, mais pas forcément toujours sous l'angle justement des conséquences pour l'agriculture. Là aussi, ça a de l'importance. On parle de l'agriculture, mais les accords commerciaux internationaux ont une incidence directe sur les politiques agricoles et sur la manière de les mener finalement. Moi, je vous trouve très indulgent. Je vous trouve très indulgent quand vous me dites que l'agriculture est aussi impactée. Pour moi, c'est pire que ça. La lecture que j'en lis, c'est que l'agriculture est devenue l'activité monnaie d'échange de transactions sur l'automobile, sur l'informatique, sur l'aéronautique. On le voit bien avec la crise Airbus-Boeing. On voit bien que parce qu'un tribunal condamne Airbus pour avoir été aidé au-delà du raisonnable, les sanctions prises par les États-Unis pour sanctionner l'Europe par rapport à ce qui s'est passé autour d'Airbus, c'est sur les denrées agricoles.
c'est l'augmentation des taxes sur les denrées agricoles. Donc c'est systématiquement la monnaie d'échange. Pour continuer de vendre des Mercedes allemandes, on accepte d'importer 35 000 tonnes de bœuf, paraît-il, de qualité des États-Unis. Mais c'est systématiquement la variable d'ajustement aux accords de libre-échange. Et donc là, on est sur du délire, parce que en plus, ces productions agricoles, encore une fois, télescopent. On parlait de l'état d'urgence climatique, on parlait du Green Deal européen, télescope les ambitions qu'on a portées dans cet état d'urgence climatique et dans ce Green Deal européen. Parce que les façons de produire ces produits agricoles de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, impactent la forêt amazonienne pour produire du soja, par exemple. Et donc, on voit bien qu'on est dans un cercle vicieux qui, si on continue de signer ces accords de libre-échange, nous emmène, nous, l'Europe, mais globalement l'ensemble de l'humanité, dans le mur. Ce qui est le cas à l'heure actuelle. Vous allez, on a bien compris, devoir mener un combat très large, vous allez avoir besoin d'alliés. Simplement, bien sûr, le Parlement européen, parlons-en, vous sentez quoi? Vous sentez que les élus ici au Parlement européen sont quand même sensibles à ces questions, que ça avance ou que tout le monde reste arc-bouté sur ces vieux principes de la PAC tels qu'ils existent en Europe? Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais ce matin, on avait, sous mon impulsion, on a demandé un amendement pour renforcer dans le Green Deal européen, pour renforcer cette dimension de PAC, en disant si on veut vraiment rester cohérent, moi je parle de cohérence dans ce Green Deal européen, il faut qu'on mette en adéquation les politiques publiques européennes avec ce qu'on souhaite avec ce Green Deal européen. Et donc j'ai insisté pour qu'on ait un amendement qui renforce l'idée qu'il faille transformer en profondeur la politique agricole commune. Et voilà, j'ai examiné ce vote avec beaucoup d'attention ce matin, et on est un peu plus de 130 à avoir voté cet amendement, donc il n'est pas passé. Après, moi, je suis un optimiste maladif. Donc, ce en quoi je crois, c'est qu'au moment où on va vraiment parler de la thématique agricole et de la réforme de la PAC, je pense qu'on va pouvoir réussir à faire revenir ce débat de société dont je parlais tout à l'heure, et que avec les 751 députés qui sont issus de la grande diversité citoyenne européenne, si on est suffisamment pédagogue, moi je pense que dans ce débat de société, au moment où la société civile attend l'émergence d'un autre modèle agricole, je pense qu'au moment où on va travailler sur la PAC, ce débat de société aura lieu avec les 751 députés. C'est donc un débat mené, un combat mené ici à l'intérieur du Parlement européen, c'est aussi un combat amené au niveau des opinions européennes, tout simplement aussi. Absolument, et dans tous les États. En France arrive un événement important le 22 février qui est l'ouverture du Salon de l'agriculture. Bien sûr que, alors que le calendrier européen d'une nouvelle PAC, c'est début ou fin d'été le passage au Parlement européen, bien sûr qu'on va saisir l'éclairage que proposent les médias, en l'occurrence sur le Salon de l'agriculture, pour attirer l'attention de la population sur les solutions qu'on peut porter dans les prochaines semaines sur l'évolution de la PAC. On continuera à s'en occuper et à suivre, bien entendu. Je vous remercie, Benoît Vito. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Merci à vous.